Sénat. Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. À suivre cet après-midi sur notre antenne l'examen par les sénateurs du projet de loi qui autorise le gouvernement à légiférer par ordonnance pour accélérer la construction de logements. Objectif de ce texte présenté cet après-midi par la ministre Cécile Duflot, lever certains obstacles administratifs afin d'autoriser notamment la surélévation de certains bâtiments pour créer des logements, accélérer la délivrance de permis de construire ou encore favoriser la transformation de bureaux en logements. Alors pour en savoir plus sur ce texte, direction l'hémicycle. Bonne séance à tous. Mes chers collègues, l'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, habilitant le gouvernement à légiférer pour accélérer les projets de construction. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Cécile Duflot, ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement. Vous avez la parole, Madame la ministre. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, nous étions convenus l'hiver dernier de nous revoir à l'automne prochain pour examiner une loi relative à l'urbanisme et au logement qui serait déposée à l'été. Ce rendez-vous aura bien lieu, mais nous en avons un autre aujourd'hui, un rendez-vous avancé qui nous permettra, si vous l'acceptez, de faire en sorte d'habiliter le gouvernement à prendre par voie d'ordonnance des dispositions qui, dans une période difficile, permettront d'accélérer les projets de construction. Je n'ignore pas, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, que le terme ordonnance n'a pas tout à fait sa place au panthéon sémantique des parlementaires. J'appartiens, comme vous le savez, à une tradition politique qui est extrêmement attachée au respect des droits et de l'indépendance du Parlement. Et c'est parce que la situation l'exige, sans aucune hésitation, et aussi parce que nous avons travaillé longuement sur le projet de loi que je viendrai vous présenter bientôt, que je vous présente ce projet de loi d'habilitation, afin que vous permettiez au gouvernement de légiférer par ordonnance. Oui, il est certain que nous devons collectivement prendre nos responsabilités devant l'urgence et la violence de la crise qui touche le secteur de la construction. De la manière la plus rapide et la plus volontaire qui soit, nous devons lever les obstacles qui obèrent les chances de notre pays de répondre aux besoins qui sont les siens. J'ai vu la semaine passée à l'Assemblée qu'une telle volonté n'est pas sans bousculer conviction et certitude. Je n'ignore pas que sur les bancs de la Haute Chambre sont également les inquiétudes. Il appartient au gouvernement de les entendre et d'y répondre. Mais si j'ai accepté de relever ce défi devant et avec vous, c'est aussi parce que je crois à notre capacité collective de dégager un accord solide et pérenne qui réponde à l'impérieuse obligation de construire des logements. C'est ainsi que nous répondrons à un triple enjeu, un enjeu social, un enjeu économique, un enjeu environnemental. Un enjeu social, j'ai déjà eu l'occasion de le souligner à de nombreuses reprises devant vous, parce que la pénurie de logements est une menace pour notre cohésion sociale, parce que 3,5 millions de personnes dans notre pays en 2013 mal logées, c'est insupportable. Je sais que vous êtes également, en tant qu'élus locaux, confrontés à cette insupportable réalité. Le droit au logement n'est pas garanti dans les faits dans notre pays. C'est pourtant, et ce devrait être, un droit inaliénable. Nous nous employons depuis les premières minutes de notre arrivée à le défendre. Nous entendons la demande, l'impatience et parfois la colère qui montent de notre pays. L'inaction ou l'attentisme n'est pas un luxe que nous pouvons nous offrir, ce serait une faute. Faciliter et encourager la construction, c'est également un enjeu économique, au cœur de notre bataille en faveur de l'emploi et de nos efforts au service de l'action face à la crise. Les secteurs de la construction ont besoin de notre mobilisation en faveur du logement. Ils en ont besoin maintenant et rapidement. Construire des logements, c'est enfin, et vous le savez, un enjeu environnemental. Nous devons défendre la ville dense pour lutter contre l'étalement urbain, l'artificialisation des sols et donc la destruction et la disparition des terres agricoles.
L'urgence de la construction de logements est compatible avec la protection de l'environnement. Il faut de la nature en ville pour faire droit à la biodiversité et rendre la densité non seulement acceptable, mais aussi souhaitable. C'est la densité urbaine qui permet les services et les équipements, qui permet les réseaux. C'est la nature en ville qui préserve les respirations et la qualité du cadre de vie. Il faut à la fois plus de logements et plus de logements de qualité. C'est d'ailleurs le sens des politiques que nous aurons à conduire au service de la rénovation énergétique. Vous l'aurez compris, si le Président de la République a souhaité procéder par ordonnance, c'est pour utiliser toutes les possibilités d'accélération que le droit nous offre. Le projet de loi que je présente ce jour devant vous est l'un des fruits du plan d'investissement pour le logement annoncé le 21 mars dernier. Son objectif est très simple, il consiste à lever aussi vite que possible les principaux freins identifiés à la construction de logements. Ce sont des dispositions financières, parfois techniques, qui permettront de lever ces freins, essentiellement dus à l'empilement des procédures, la complexité des dispositifs et l'absence de lisibilité d'ensemble du droit de l'urbanisme. En adoptant ce projet de loi d'habilitation, vous permettrez pour certaines de ces dispositions de gagner sans doute plus d'1 an dans leur mise en application. Dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, cette année supplémentaire sera une année absolument décisive pour les professionnels et pour les Français. L'habilitation que je vous demande aujourd'hui cible une série de sujets identifiés lors des vastes concertations menées à l'occasion de la loi sur le logement et l'urbanisme qui sera bientôt déposée sur le bureau du Parlement. Je vous les présenterai en détail lorsque chacune d'elles fera l'objet d'un débat lors de cette séance, mais je souhaite à ce stade vous dire un mot rapide sur chacune d'entre elles. Une mesure de cohérence d'abord. Les professionnels, les élus, mais aussi les citoyens se plaignent de l'empilement dans le temps des procédures pour construire des logements. Le gouvernement vous propose donc de l'habiliter pour bâtir une procédure intégrée pour le logement qui fusionne et parallélise les délais plutôt que de les compiler les uns à la suite des autres. Il s'agit d'accélérer les procédures sans y déroger. Vos collègues députés ont souhaité préciser que cette nouvelle procédure devrait obéir à un objectif de mixité sociale et fonctionnelle des projets. Une mesure de transparence, ensuite. Il vous est ainsi proposé d'améliorer l'accès aux documents d'urbanisme à travers la création d'un portail national de l'urbanisme où professionnels comme particuliers pourront trouver les renseignements utiles pour déterminer plus aisément la constructibilité d'un terrain et donc envisager plus facilement les projets aux endroits les plus opportuns. J'ai déjà eu l'occasion, lors de mon audition, Monsieur le Président, devant la Commission des affaires économiques, de rassurer celles et ceux qui s'inquiétaient d'un surcoût pour les petites collectivités. Il appartiendra à l'État d'être l'initiateur et le garant de ce guichet unique d'information sur l'urbanisme en France. L'État en assumera donc les coûts de développement et de déploiement en lien avec l'IGN. Le budget prévisionnel est ainsi de 3,5 millions sur 3 ans. Par ailleurs, certains territoires ont déjà mis en place un portail local de l'urbanisme. Leur expérience permettra d'alimenter les modalités de portage et d'accompagnement, en particulier vis-à-vis des petites collectivités. Une troisième mesure est une mesure de mobilisation de tous les acteurs. Pour faciliter le financement de projets d'aménagement, il est proposé de permettre, je dis bien de permettre, aux collectivités d'augmenter le taux maximal de garantie d'emprunt qu'elles peuvent consentir. Je tiens donc bien à préciser qu'il s'agit d'une possibilité ouverte aux collectivités, en aucun cas d'une obligation. Les élus qui considéreront que cette augmentation du taux maximal de garantie d'emprunt ferait peser un risque trop lourd sur leur collectivité ne seront en aucun cas forcés d'y recourir. En revanche, ceux qui souhaitent pouvoir disposer de cette option pour pouvoir faciliter l'aboutissement de projets qui sont rendus plus difficiles du fait du renchérissement des garanties bancaires auront la possibilité de le faire, ce que la loi leur interdit aujourd'hui. Une mesure démocratique, ensuite. En tant qu'élus locaux, vous avez été confrontés à des recours qu'il n'est pas, sans mauvais jeu de mots, abusif de qualifier de mafieux. Tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui qu'il est urgent de réduire le délai de traitement des recours contentieux et de lutter contre ces recours de type mafieux qui se multiplient, notamment dans certains territoires de notre République, contre les permis de construire. Une ordonnance sera prise dans cet objectif. Elle se fondera sur les conclusions du rapport que m'a remis le président Laptoul, juriste et grand spécialiste de ces questions. Je souhaite vous en dire précisément quelques mots. Pour lutter contre les recours regardés comme abusifs, je proposerai que soit précisé l'intérêt à agir des personnes pour que ce soit bien des motifs liés à l'urbanisme qui soient susceptibles de motiver ces recours. J'envisage aussi d'ouvrir au titulaire du permis de construire une action en dommages et intérêts contre l'auteur du recours en cas de préjudice anormal lié à l'introduction de ce dernier. Cette proposition est un moyen de dissuasion très fort.
Pour être juste, il faut évidemment qu'elle vise exclusivement les recours malveillants, sans fondement autre qu'un intérêt financier. Une troisième proposition, qui sera sans doute très forte, consiste à déclarer auprès de l'administration des impôts les transactions qui aboutissent à un désistement monnayé du recours contre un permis de construire sous peine de nullité de la transaction. Je pense que le pouvoir dissuasif de l'administration fiscale freinera ceux qui ont aujourd'hui fait profession, si on peut utiliser ce terme, des recours contre les permis de construire. Pour raccourcir les délais de traitement des recours, la quatrième proposition, sans doute parmi les plus puissantes, consistera à donner la possibilité aux juges de fixer une date au-delà de laquelle de nouveaux moyens d'annulation du permis ne pourront plus être invoqués. On ne pourra plus égrener les moyens en gardant les entre guillemets meilleurs pour la fin, dans le seul but de ralentir sans fin la durée de la procédure, ce qui est le cas aujourd'hui. Une autre proposition pour accélérer le traitement des recours, c'est celle de donner aux cours administratifs d'appel une compétence de premier et de dernier ressort afin d'accélérer les procédures pour les projets de taille importante, notamment ceux d'une surface supérieure à 1500 m², situés dans les communes où le déséquilibre entre l'offre et la demande est marqué. Les agglomérations de plus de 50 000 habitants soumises à la taxe sur les logements vacants. Avec cette procédure, on peut diviser par 3 les durées de traitement des contentieux les plus lourds. Comme vous le voyez, j'ai souhaité pouvoir vous présenter d'ores et déjà quelles sont les dispositions précises envisagées dans le cadre des ordonnances qui seront adoptées suite au vote de ce projet de loi d'habilitation. Mais, et je souhaite le redire devant vous, ce travail se poursuivra en concertation avec les parlementaires pour avancer sur ce dossier très compliqué sur lequel mon prédécesseur s'était engagé devant vous à publier un décret qu'il n'a pas publié, n'en ayant évidemment pas la possibilité. Je pense qu'il est nécessaire que ces avancées puissent être concertées pour être immédiatement appropriées par ceux qui ont besoin que se lèvent ces délais de recours qui figent parfois des parties de ville dans des situations absolument inconfortables, de début de chantier interrompu, voire même de terrains vides et inutilisés pendant des années. Une autre des dispositions proposées par le projet de loi d'habilitation est celui de se donner les moyens de densifier la ville. Ce débat avait eu lieu au moment de l'abrogation de la disposition univoque sur la constructibilité augmentée de 30%. J'avais dit que c'était un sujet nécessaire, que nous reviendrons sur ces questions et qu'il fallait, à l'issue de la concertation qui notamment a été menée par les professionnels, trouver des dispositions qui permettent aux élus d'intervenir dans la dentelle et pas de leur imposer une densification univoque sur l'ensemble du territoire français. Voilà, dans ce cadre, les mesures que nous proposons. Elles seront susceptibles de lever rapidement les obstacles à la densification, tout en luttant contre l'étalement urbain, en favorisant la transformation des bureaux en logements, en limitant les obligations en matière de places de stationnement, en autorisant un alignement au faîtage ou la surélévation d'immeubles pour la création de logements. L'Assemblée nationale a souhaité que les mesures de densification puissent être prises en fonction de la zone concernée et du bâti existant et qu'elles s'inscrivent dans un objectif de mixité sociale. La Commission des affaires économiques de votre Assemblée, sur proposition du rapporteur Claude Berry-Debat, a précisé la rédaction de la disposition de façon à préserver le pouvoir des maires. C'est effectivement aux élus de proximité qu'il revient de dessiner l'avenir de leur territoire, mais nous souhaitons leur en donner les moyens et les outils. C'est bien tout l'esprit, et ce sera la lettre de ces propositions. Il vous est enfin proposé d'encourager le développement de logements intermédiaires. Cette offre de logements fait aujourd'hui cruellement défaut dans les zones tendues où les loyers du parc privé atteignent des niveaux inabordables pour les classes moyennes. Cette absence d'une offre intermédiaire entre le parc public et le parc privé contribue à gripper les parcours résidentiels et nuit à la rotation du parc social. Il sera donc très utile d'y remédier, d'abord en définissant un statut du logement intermédiaire. Il devra se caractériser de façon très claire par un niveau de loyer intermédiaire, comme son nom l'indique, entre le parc privé et le parc public, et par un plafond de ressources pour ses locataires. L'inscription dans les textes du logement intermédiaire permettra ainsi aux collectivités territoriales d'en prévoir la production dans leurs documents de planification et de programmation. Et également en créant un bail de longue durée dédié à la production de logements intermédiaires. Cela permettra aux acteurs publics de développer une politique foncière innovante en faveur du logement à prix maîtrisé, qu'il soit locatif ou en accession. Cette question avait notamment été évoquée lors du débat sur le précédent projet de loi portant sur la cession du foncier public.
Et enfin, troisième élément permettant le développement de cette offre locative intermédiaire, l'autorisation donnée aux organismes de logement social de créer des filiales dédiées à la production et à la gestion de logements intermédiaires, sur agrément de l'État et sous des conditions restrictives que l'Assemblée nationale a souhaité écrire en toutes lettres. Les députés ont en effet souhaité, ce qui rejoignait la volonté du gouvernement, mais qui est désormais écrit dans le projet de loi, poser un principe d'étanchéité entre la maison mère et la filiale. Nous avons donc conjuré tout danger d'éventuelle ponction des fonds du logement social par le logement intermédiaire. Il est ensuite proposé de supprimer la possibilité de garantie intrinsèque pour les opérations de vente de logements en l'état futur d'achèvement. Vous le savez, acheter un logement est une décision lourde de conséquences financières et qui engage bien souvent toute une vie. Bien qu'il s'agisse de cas peu fréquents, nous ne pouvons pas accepter le drame que représente pour une famille le fait de s'être endetté à vie et la banque continuant de réclamer ses remboursements pour un logement qui ne sera jamais livré, parfois même à peine commencé, et dont la banque, je le dis, continue de réclamer le paiement. C'est le risque que fait courir et qu'a fait courir, et c'est le risque avéré pour un certain nombre de ménages, que comprend la garantie intrinsèque. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons sa suppression progressive. Je n'ignore pas cependant que cette évolution remet en cause le modèle économique de certains promoteurs, dont un grand nombre font un travail tout à fait honnête. Il est donc proposé une application progressive de cette mesure et un travail sera mené avec les assureurs et la profession pour veiller à ce que la garantie extrinsèque soit proposée au plus grand nombre de constructeurs. Enfin, il s'agit également de faciliter la gestion de la trésorerie des entreprises du bâtiment. Ces dernières dispositions vont permettre de modifier le cahier des clauses administratives générales relatives au marché de travaux publics pour réduire les délais de production du décompte général après réception des travaux. Pour les marchés de travaux privés, il s'agit notamment de prévoir que le délai d'intervention du maître d'œuvre ou d'un autre prestataire dont l'intervention conditionne le paiement des sommes dues est désormais inclus dans le délai de paiement pour les acomptes mensuels et de s'assurer que les maîtres d'ouvrage payent chaque mois les travaux exécutés par les professionnels de ce secteur sur la base des demandes de paiement mensuel qu'ils présentent. Cela semble à ce stade très technique. Je peux vous dire que pour des milliers d'entreprises du secteur du bâtiment, ce sera un bol d'air extrêmement important et cela évitera des situations de tension financière extrêmes. L'ensemble des dispositions que je viens de vous présenter visent donc très concrètement à résoudre des difficultés aggravées par la situation économique du secteur. C'est pourquoi il est urgent de pouvoir les mettre en œuvre le plus rapidement possible. Elles n'épuisent bien sûr pas le sujet et nous aurons l'occasion de nous retrouver pour en débattre à nouveau dans quelques mois. J'espère, comme cela a été le cas à l'Assemblée nationale, que nous saurons nous rassembler peut-être même au-delà des traditionnels clivages partisans pour donner le coup d'accélérateur dont notre pays a besoin dans ce domaine. Je peux vous dire que l'ensemble de ces dispositions qui peuvent apparaître techniques sont des dispositions largement concertées, largement partagées, qui auront une efficacité rapide pour un certain nombre d'entre elles. Et je voudrais simplement vous rappeler aujourd'hui qu'il existe environ 5 millions de mètres carrés de bureaux vacants en France, dont une grande partie dans les zones tendues, qu'il est aujourd'hui impossible pour des raisons juridiques de transformer en logement. Vous imaginez bien que là aussi, la possibilité de réaliser ces travaux plus rapidement pourra permettre de contribuer à la fois à s'attaquer à la crise de ce secteur, mais aussi à la crise du logement, chantier qui, vous le savez, est loin d'être clos. Je sais que les Français ont besoin de vous et qu'il est de notre devoir, il est du devoir du gouvernement, il est de mon devoir de m'appuyer sur votre mobilisation pour être l'avocate infatigable de la cause du logement. C'est bien dans cet esprit que je me tiens devant vous aujourd'hui, à la fois consciente de la gravité des sujets dont nous discutons et pleine d'espoir sur notre capacité à nous battre avec énergie contre ce qui n'est pas une fatalité et qui malheureusement souffrirait de nos atermoiements. Mesdames, Messieurs les sénateurs, je vous remercie. Merci Madame le Ministre. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Claude Berry-Débat, rapporteur de la Commission des affaires économiques. Madame la Ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, le recours à la procédure des ordonnances pour accélérer la mise en œuvre de la politique en matière de construction a été demandé par le Président de la République le 21 mars dernier, lors de l'annonce du plan d'investissement pour le logement. S'il est évident que cette procédure ne peut être la méthode
habituelle d'élaboration de la loi. Elle peut en revanche se justifier dans des domaines précisément circonscrits, lorsque les sujets traités se caractérisent par une certaine urgence ou une grande complexité technique. C'est bien dans ce cas de figure que nous nous trouvons avec le présent texte. Comme l'a rappelé avec justesse Madame la Ministre, la demande d'habilitation concerne en effet des mesures à la fois pragmatiques, complexes et en même temps de nature à lever dans de très brefs délais certains des frais à la construction de logements. Au demeurant, je le souligne, la Constitution donne au Parlement le pouvoir de contrôle total sur les objectifs et les principes qui définissent le champ d'habilitation donné au gouvernement. En l'occurrence, ces contours ont d'ores et déjà été précisés par de nombreux amendements adoptés lors des débats à l'Assemblée nationale. J'y reviendrai plus loin. Nos débats permettront, je l'espère, d'apporter de nouvelles précisions utiles, je n'en doute pas. J'en proposerai moi-même certaines au nom de la Commission des affaires économiques. Pour donner plus de poids au contrôle exercé par le Parlement, je souhaiterais toutefois, Madame la Ministre, que nous puissions être informés au fur et à mesure des progrès réalisés dans la rédaction des ordonnances, de manière à conduire un dialogue constructif avec l'administration. Enfin, mes chers collègues, je rappelle que nous aurons aussi un contrôle total sur le fond, sur le texte final des ordonnances au travers de la procédure de ratification. Pour toutes ces raisons, j'approuve sans hésitation le recours à la procédure des ordonnances dans ce cas d'espèce. Au demeurant, ayant été le rapporteur de la loi sur la mobilisation du foncier en faveur du logement, je suis bien placé pour témoigner du rôle central que depuis un an le Parlement a tenu dans la définition et l'impulsion de la politique du logement. Nous avons en effet discuté et voté plusieurs mesures à la fois concrètes et très ambitieuses. Renforcement des obligations en matière de construction, de logements sociaux, mise à disposition des terrains de l'État pour construire des logements sociaux, augmentation des aides à la pierre, création de nouveaux dispositifs d'investissement locatif. Bon, cette liste n'est pas exhaustive, mais elle témoigne d'une implication totale du Parlement sur le sujet du logement. Par ailleurs, vous le savez, une deuxième séquence parlementaire s'ouvrira dans les semaines à venir. Au cours de l'été, sera déposé un nouveau projet de loi pour infléchir les politiques publiques en matière de logement et d'aménagement d'urbanisme et ainsi concilier plus harmonieusement l'objectif de construire davantage et mieux avec celui de préserver les espaces naturels et agricoles. Là encore, le Sénat et l'Assemblée nationale exerceront sans restriction ni délégation leurs compétences législatives. C'est donc dans l'intervalle entre ces deux séquences parlementaires fortes, les lois Duflot I et Duflot II, Madame la Ministre, que prend place le projet de loi d'habilitation. Certaines des mesures qu'il envisage permettront d'améliorer ponctuellement la situation, d'autres, en revanche, ont une partie plus structurelle. C'est le cas de la procédure intégrée pour le logement. Elle permettra, et vous l'avez dit, de modifier en une fois l'ensemble des documents d'urbanisme et des plans et schémas issus de législation connexes lorsqu'ils font obstacle à un projet de construction de logement. Cela pourrait permettre, et nous en avons parlé longuement, de diviser par deux la durée des procédures des modifications qui aujourd'hui s'empilent et se répètent. C'est le cas aussi pour le géoportail national de l'urbanisme qui permettra à terme de connaître par une simple connexion Internet l'ensemble des droits à construire relatifs à une parcelle donnée. C'est le cas enfin de la réforme du contentieux d'urbanisme. C'est une demande ancienne, tant des porteurs de projets que des élus locaux. La question avait été abordée notamment au cours des débats sur la loi Duflot I. Nos collègues centristes, et je pense en particulier à Daniel Dubois qui est face à moi,
avait été très active sur ce thème. La ministre, après avoir indiqué qu'elle travaillait sur cette question, s'était engagée à avancer rapidement des propositions dans ce domaine. Le gouvernement a donc demandé à un groupe de travail, présidé par un conseiller d'État, de lui faire des propositions, et le rapport du président Labetoul a été rendu public au début du mois, et ces propositions apportent des solutions que j'estime innovantes et équilibrées. Toutes ces mesures, à la fois très utiles et complètement détachables du futur projet de loi de la rentrée, il aurait été ridicule de les garder dans les tiroirs alors que leur adoption répond aux besoins de nos concitoyens et des entreprises du pays. Leur élaboration par ordonnance permettra en effet de gagner plusieurs mois et peut-être un an. Dans la conjoncture actuelle, c'est un temps précieux. Retarder leur adoption serait une erreur économique, tout autant que sociale et politique, car stimuler la construction et la rénovation de logements est non seulement un impératif humain pour tous les ménages qui ont du mal à se loger, mais c'est aussi un formidable moyen de soutenir le secteur de la construction et d'appuyer le tissu des TPE et des PME du bâtiment qui irriguent leur territoire. D'ailleurs, je relève un certain accord sur le bien-fondé des mesures envisagées. Lors de l'examen en commission, la semaine dernière, aucun des groupes politiques n'a voté contre l'adoption du texte. Les réserves qui se sont exprimées sur certains points, aboutissant seulement à une abstention dont la tonalité m'a semblé plutôt bienveillante. Je me félicite de cette approche constructive et pragmatique. Elle constitue la reconnaissance que les dispositions envisagées marquent un net progrès vers plus de proximité, plus de simplicité et de réactivité de l'administration. Nous avons là un bel exemple du choc de simplification appelé de ses vœux par le président de la République. C'est ce que nos citoyens attendent, c'est dont notre économie a besoin. Je terminerai mon intervention en indiquant brièvement quelles sont, de mon point de vue, les améliorations qui me semble utile d'apporter à ce texte à ce stade de son examen et quels sont les principes fondamentaux sur la base desquels je fonderai les avis que je formulerai sur les différents amendements au cours de la discussion des articles. Comme je l'ai indiqué précédemment, plusieurs points qui me semblaient devoir être précisés l'ont été par les députés au cours des débats à l'Assemblée nationale. Concernant la création d'un régime de logement intermédiaire, ils ont clairement recentré le dispositif sur les zones caractérisées par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logement afin d'éviter tout effet d'aubaine. Ils ont également précisé que le nouveau régime concernerait tant le parc locatif que les logements destinés à l'accession maîtrisée à la propriété. Ils ont fermé la possibilité d'inscrire dans les documents de planification des objectifs relatifs à la construction de logements intermédiaires aux communes faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de carence au titre de l'article L. 302.9.1 du Code de la construction et de l'habitation. Ils ont, en dernier lieu, imposé aux filiales des organismes HLM qui interviennent ou qui interviendront dans le nouveau régime du logement de respecter le principe d'étanchéité des fonds relevant du logement social et ils ont adopté en séance publique une définition précise à cette notion d'étanchéité. Toutes ces précisions sont très utiles. Il me semble toutefois qu'il faut rectifier la rédaction de l'alinéa 22, car elle interdit aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements de siéger à la fois dans le conseil d'administration d'un organisme HLM et dans celui de sa filiale dédiée au logement intermédiaire. Compte tenu des délais très courts de transmission du texte après son adoption en première lecture par l'Assemblée nationale, la modification nécessaire n'a pu être apportée lors de l'examen en commission. Cependant, je vous proposerai tout à l'heure une rédaction alternative. Concernant le point 5 de l'article 1er,
à savoir dans les conditions dans lesquelles on peut apporter des dérogations aux règles des PLU, afin de densifier le bâti. La Commission des affaires économiques a adopté jeudi dernier l'amendement que je lui ai proposé. Il précise que les dérogations aux règles des PLU prévues pour densifier seront une faculté ouverte aux communes et non une obligation. Précision que vous aviez donnée oralement, mais nous avons préféré l'inscrire dans le texte de loi. Également, sur la question des dérogations prévues au point 5, je trouve que la rédaction des alinéas 15 et 18 modifiés, et ça s'explique nuitamment par les députés, n'est pas d'une grande clarté. Excusez cet euphémisme. Je vous présenterai donc un amendement pour rendre ces dispositions plus aisément compréhensibles et intelligibles. Enfin, les débats à l'Assemblée nationale et devant la Commission des affaires économiques du Sénat ont montré, sinon une inquiétude, du moins une certaine vigilance quant à la nécessité d'opérer un arbitrage fin sur la question des obligations en matière d'aires de stationnement. Que les PLU doivent encourager la création de logements et le recours au transport collectif, plutôt que de gaspiller. Il est évident, que les PLU doivent encourager la création des logements et le recours au transport collectif, plutôt que de gaspiller le foncier disponible pour y réaliser des aires de stationnement individuelles. Ceci étant, il faut veiller à trouver un équilibre entre cet objectif et celui de fournir aux habitants des disponibilités suffisantes en matière d'aires de stationnement, car un déficit dans l'offre de parking serait vraiment de nature à compliquer la vie quotidienne de nos concitoyens qui n'en demandent pas tant. J'ai entendu mes collègues, y compris ceux de l'opposition, qui ont soulevé ce point dans les débats en commission. Je vous proposerai donc un amendement au A du point 5 afin de préciser les conditions de dérogation aux obligations en matière d'aires de stationnement devront tenir compte de la qualité de la desserte en transport collectif ou de la densité urbaine. Cela va sans dire, mais cela va mieux en le précisant. Pour le reste, il me semble indispensable de maintenir sa cohérence et son unité au texte présenté par le gouvernement. L'objectif est de faire avancer un certain nombre de sujets clairement identifiés, circonscrits et urgents, pas d'anticiper sur la loi Duflot II, en ouvrant le débat sur des questions d'urbanisme à la fois fondamentales, complexes et potentiellement déstabilisantes du point de vue de la sécurité juridique et des collectivités en particulier. Vous le savez, un texte sur l'urbanisme est toujours propice au dépôt et à la discussion d'un grand nombre d'amendements qui répondent à des préoccupations louables et qui parfois même apportent des réponses juridiques pertinentes à telle ou telle situation précise, mais qui peuvent aussi aboutir à modifier le code de l'urbanisme par petites touches et sans cohérence. La loi Duflot II, et je n'en doute pas, Madame la Ministre, permettra à l'automne de reprendre les questions soulevées par les divers amendements portant articles additionnels et de les traiter de façon plus satisfaisante dans le cadre d'une réforme globale. C'est pourquoi je proposerai systématiquement le retrait pour ces amendements. Au final, je vous appelle, chers collègues, et cela ne vous surprendra pas, à voter ce projet de loi d'habilitation. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur René Van Dierendonck, rapporteur pour avis de la Commission des lois. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur de la Commission, mes chers collègues, je vois devant moi mon collègue Daniel Dubois et ces murs résonnent encore des deux interventions successives qu'il a réalisées. La première, c'était encore
Benoît Apparu, qui était ministre, et il posait déjà la question, rendons-lui hommage sur l'antériorité, de ce problème de ces recours abusifs et dilatoires. Et j'entends encore Benoît Apparu dire qu'à cela ne tienne, un décret en Conseil d'État est imminent. Je revois avec la ténacité, la pugnacité qu'on lui connaît, le même sénateur, reposer la question, alors que sur un texte qui portait à l'époque sur la majoration des droits à construire, et ici même, Madame la Ministre avait promis de rechercher efficacement des solutions à un problème lancinant, qui est aujourd'hui en France à l'origine de 25 000 logements construits en moins par an. Mes chers collègues, 5 000 à Marseille, qui vise justement à s'attaquer à ce problème du recours dilatoire, abusif, dilatoire. Et donc, je vous donne acte, Madame la Ministre, d'avoir choisi la meilleure des méthodes qui soit, en recourant à ce groupe de travail, présidé, il est vrai, par un juriste hors pair, ancien président de la section du contentieux du Conseil d'État, Daniel Labetoul, accompagné d'un groupe de travail constitué vraiment de tous les professionnels concernés par ces problèmes. Eh bien, il ressort, et la Commission des lois a apprécié et la méthode et les propositions, il ressort de vos propositions des mesures qui s'inscrivent en totale cohérence, d'abord avec l'action que vous menez depuis l'été 2012 pour lever les freins à la construction dans notre pays et pour encourager la production de logements. Donc, je voulais dire sans ambiguïté que les mesures qui ont été préconisées par le groupe de travail, et si j'ai bien compris que vous comptez reprendre à l'exception, mais vous nous en direz peut-être plus tout à l'heure si ce n'est déjà fait, à l'exception d'une qui semble manifester chez vous quelques réticences, qui est les restrictions à l'action en démolition. Toujours est-il que vous avez annoncé clairement, j'ai suivi un peu les travaux à l'Assemblée nationale aussi, vous avez annoncé clairement votre intention, par le biais de la procédure des ordonnances, de vous inspirer des principales dispositions de ce groupe de travail. Je vais donc les rappeler parce qu'ils ont tous reçu un avis plus que favorable de la Commission des lois. La première recommandation, elle vise à clarifier les règles de l'intérêt pour agir. C'est d'ailleurs, parce que c'est peu su ça, c'est d'ailleurs utile de rappeler qu'avant même que le groupe de travail Labetoul se réunisse, il y avait déjà dans le Code de l'urbanisme des restrictions, notamment sur la qualité pour agir des associations qui se constitueraient spécifiquement pour faire le recours postérieurement à l'affichage en mairie. Mais là, il s'agit d'aller plus loin, c'est-à-dire de permettre aux juges, sur le fondement d'un texte, l'ordonnance dont il s'agit, de veiller à un bon équilibre entre le droit hors cours et le droit à construire, et pour cela de resserrer, si j'ose dire, l'intérêt à agir au cas d'atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien possédé ou occupé. Ça me paraît contribuer à la recherche de la solution. La seconde recommandation vise à ce qu'on appelle, le groupe de travail appelle la cristallisation des moyens, à savoir que dans la maîtrise qui lui revient du calendrier de la procédure contentieuse, le juge pourrait dire à un certain moment, bon, à l'exception bien sûr des moyens d'ordre public, je n'admettrai plus, c'est le juge qui parle dans cet exemple, je n'admettrai plus que de nouveaux moyens soient allégués pour la première fois maintenant à partir de cette date. Avantage de cette procédure, c'est qu'effectivement, ça complique et donc ça annihile l'effet dilatoire d'une distillation bien comprise des moyens. Et donc je trouve qu'on aurait tort de ne pas essayer. Troisième piste,
instituer un mécanisme de régularisation, si j'ose dire, en cours d'instance à l'initiative du juge. Ça, c'est aussi novateur, parce que bon, les juristes qui ont à peu près mon âge ont été éduqués dans la logique le droit applicable se cristallise le jour de la requête. Là, on permettrait, pour par exemple des vices de forme et des vices de procédure, le juge, les constatant, pourrait dire écoutez, il y a une annulation plus que probable, sauf si dans un délai de temps, un permis modificatif ne vient pas en quelque sorte régulariser, c'est-à-dire faire disparaître la cause d'illégalité. C'est extrêmement constructif et novateur. Quatrième moyen mis en œuvre dans cette logique de donner une plus grande efficacité et de lutter contre les recours abusifs, c'est le dispositif qui permet au défendeur, c'est-à-dire à la victime du recours abusif, de présenter devant le juge administratif, le juge de l'annulation, le juge de l'excès de pouvoir, comme on dit, de présenter devant lui immédiatement des demandes en indemnité. Ça, croyez-moi, c'est l'entrée de la dissuasion nucléaire dans le contentieux de l'acte. Puisque, effectivement, je sais bien, vous me direz, ma collègue Annick Le Petit s'est attachée à ça à l'Assemblée nationale, elle a dit on peut relever le plafond, 3 000 €, pourquoi on ne le met pas à 10 000 ? Non, il vaut mieux suivre cette voie-là, parce que vous le mettiez à 3 000 ou à 10 000, de toute façon, c'est l'État qui encaisse à l'arrivée. Tandis que là, c'est effectivement la victime, c'est-à-dire le promoteur qui n'a pas pu construire et qui s'est exposé à des agios bancaires ou que sais-je encore, qui est bénéficiaire de cette mesure. Donc nous l'avons trouvée à la commission des lois extrêmement intéressante et méritant d'être expérimentée. La commission des lois a toutefois fait observer, mais ça n'avait pas échappé à votre sagacité, Madame la Ministre, que cette action dans l'ordonnance, il faudrait faire en sorte qu'elle n'interdise pas, autrement on aura un problème constitutionnel de partage des ordres juridictionnels, administratifs et judiciaires, qu'elle n'interdise pas éventuellement à la victime une action devant le juge civil a posteriori si elle choisit, après tout, cette voie contentieuse-là. Une autre recommandation, ça c'est aussi extrêmement efficace, les rançonneurs. Moi je les appelle comme ça parce qu'il ne faut pas faire aboyer les chats. Les rançonneurs, tous ceux qui font profession donc de faire des recours et puis après d'aller voir celui qui a donné le permis en disant vous savez ça peut s'arranger, allez 100 000 €, 200 000 €, on n'en parle plus. Ce que j'appelle les rançonneurs serait quand même lourdement dissuadés de persister dans ces méthodes. Et ce n'est pas toujours des margoulins. Les condamnations pour escroquerie qui commencent à tomber montrent qu'il s'agit parfois de promoteurs ayant parfaitement pignon sur rue. Donc, l'avantage de cette formule, c'est un enregistrement devant l'administration fiscale qui, parce qu'après tout, une transaction en désistement, elle n'est pas condamnable en soi. Ce qui est condamnable, c'est quand elle aboutit à ce que j'appelle la demande de rançon. Là, le fait qu'il y aurait une publicité et une obligation surtout de l'enregistrement devant l'administration fiscale, je suppose que c'est des impôts indirects, est à mon avis une très bonne chose. Donc, on a compris, Madame la Ministre, que vous n'étiez pas spécialement intéressée par la 6e mesure qui vise à recentrer l'action de démolition sur son objet premier, en clair, à limiter les cas où la démolition serait juridiquement possible afin de freiner l'effet dissuasif dans l'engagement des actes qui, après tout, sont exécutoires. Et enfin, la dernière préconisation du groupe de travail, et là, elle est novatrice, pour les avocats dans la salle et les magistrats, vous apprécierez. Elle vise à permettre une voie contentieuse explicite en premier et dernier sort, un recours en annulation qui serait directement porté devant la Cour administrative d'appel en premier et dernier sort, qui serait
comme il s'agit d'une procédure exorbitante du droit commun, qui est quand même le double degré de juridiction, Monsieur Labetoul la limite avec un critère cumulatif qui serait que la délivrance de l'acte sur le territoire de la commune intervienne là où il y a une urgence sociale particulière, et notamment dans la taxe annuelle sur les logements vacants applicable. Et la deuxième chose, c'est que l'acte devrait porter sur des constructions d'une certaine importance, et il émet l'hypothèse de 1500 mètres carrés de chaunes minimum. Donc, vous dire que la commission des lois, d'autant plus qu'entre-temps, les risques qui pesaient sur l'inconstitutionnalité de la nécessité par ordonnance de revenir sur 2 dispositions du Code de l'expropriation ont disparu. Donc, je ne vais pas vous en parler, mais en tous les cas, naturellement, ils avaient eu aussi un avis favorable de la Commission des lois. La Commission des lois a salué le caractère exemplaire, novateur, la méthode que vous avez choisie, le délai dans lequel vous avez inscrit votre action, et donc, je vais vous le dire, et comme je voudrais conclure en vous priant d'excuser le manque d'élégance démocratique dont je fais part, mais j'aurais dû être là pendant, bien sûr, votre discours, mais votre cabinet m'avait fort gentiment dispensé, dans la mesure où on a 850 amendements en cours d'analyse à la Commission des lois. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, mon cher collègue. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Madame Mireille Serge pour 8 minutes. Vous avez la parole, ma chère collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des affaires économiques, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je veux tout d'abord remercier Monsieur le rapporteur pour la qualité de ses présentations lors de nos séances en commission et pour ses amendements de précision souvent utiles. Suite aux déclarations du Président de la République le 21 mars dernier, vous nous présentez, Madame la Ministre, ce projet de loi portant habilitation du Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance pour accélérer les projets de construction. Vous le savez, nous sommes en principe opposés à ce type de dispositif qui, sous couvert d'urgence, prive le Parlement de ses prérogatives en matière législative. Nous avons décrié ensemble ces méthodes récurrentes sous l'ère Sarkozy. Nous aurions pu légitimement espérer en ce domaine aussi le changement. D'autre part, cette démarche s'inscrit malheureusement dans une atmosphère politique où les droits du Parlement sont régulièrement foulés aux pieds. Je citerai à titre d'exemple le recours au vote bloqué sur l'ANI ou encore les conditions, ça vient d'être rappelé, d'examen de l'acte 3 de la décentralisation, sans parler de la proposition de loi de mon groupe sur l'amnistie sociale, objet d'une fin de non-recevoir du gouvernement. Le Parlement n'est pas une chambre d'enregistrement. En outre, cette loi ouvre la voie à la réforme annoncée du logement, comme vous nous l'avez d'ailleurs rappelé, en lien avec l'acte 3 de la décentralisation. Elle ne peut donc s'appréhender en dehors de ce contexte très spécifique. Sur le fond, le constat de la crise du logement est partagé par tous les bancs ici, comme aussi l'urgence d'y remédier. Nous connaissons, Madame la Ministre, votre implication en la matière, et ce, en dépit des fourches codines de Bercy liées aux impératifs d'austérité. Nous avons lu attentivement l'étude d'impact de ce projet de loi. La volonté de transformer des bureaux en logements, par exemple, ou la fin de la garantie intrinsèque pour les ventes en état de futur achèvement sont de bonnes mesures. Pourtant, certaines autres, et ce malgré les objectifs affichés visant la densification et la lutte contre l'étalement urbain, objectifs que nous partageons pleinement, nous voyons la marque de la déréglementation en matière d'urbanisme. Soyons clairs, nous ne pensons pas que la complexité et le nombre des normes de l'urbanisme, et il faudrait y regarder de plus près en effet, soient la cause principale de la crise du logement. En effet, ce sont bien les politiques de marchandisation, adossées à une débudgétisation de la politique du logement, politique menée depuis 10 ans par la droite,
qui ont conduit à cette crise, ouvrant la voie de la spéculation immobilière et foncière. Pour cette raison, et vous le savez, nous avons fait des propositions précises, notamment en matière de foncier. Nous considérons qu'il s'agit là du principal levier à débloquer pour relancer la construction. Nous pouvons, à ce titre, et au-delà des objectifs affichés par le présent texte, nous interroger sur la volonté de débloquer de nouveaux droits à construire dérogatoires pour surélever les immeubles. En fait, une telle disposition risque de provoquer un renchérissement des prix des terrains, contradictoire avec les objectifs affichés de lutte contre la spéculation immobilière. Par ailleurs, nous estimons que la voie de la multiplication des dérogations au PLU n'est pas un bon signe envoyé aux collectivités et à leurs habitants, même si ces dérogations sont facultatives, monsieur le rapporteur nous l'a bien souligné. En effet, le PLU constitue la pierre angulaire d'un projet politique local élaboré avec la population. Les temps de procédure d'élaboration comme de modification sont longs, mais ce temps démocratique est nécessaire. Ainsi, si nous jugeons que les règles actuelles définies dans le Code de l'urbanisme en matière de PLU ne répondent pas aux enjeux de densification, mixité, de lutte contre l'artificialisation des sols, ce sont ces règles qu'il faut changer et non, à notre avis, permettre le recours à des dérogations, par ailleurs, source sans doute de nouveaux contentieux pour les collectivités. Nous devrons y revenir au travers, sans doute, de la prochaine loi sur le logement que vous nous annoncez. À ce titre, nous sommes dubitatifs sur la mesure qui veut qu'il puisse être porté atteinte à l'économie générale d'un PADD au travers de la nouvelle procédure dite procédure intégrée pour le logement. Au surplus, multiplier les dérogations à la règle d'urbanisme établie localement et démocratiquement risque de porter atteinte à la cohérence globale des politiques d'aménagement. De la même manière, si nous voulons limiter ce qui est juste, le nombre de stationnements, il faut qu'il existe des alternatives crédibles et accessibles en termes de transport en commun, et c'est bien l'objet d'un amendement que vous nous avez proposé, monsieur le rapporteur, ce matin, mais nous regrettons que notre proposition sur le pass Navigo ait été retoquée alors qu'en augmentant la recette du versement transport, elle allait bien dans le sens d'une amélioration du réseau, donc une amélioration de la qualité des transports en commun. En outre, même si cela n'est pas votre attention, Madame la Ministre, cette démarche laisse entendre en filigrane que la crise du logement actuel serait imputable aux élus locaux qui ne feraient pas le nécessaire au travers leurs documents d'urbanisme pour favoriser la construction. C'est parfois vrai, mais il semble que l'essentiel soit à rechercher ailleurs, à notre avis, la cherté du foncier et la faiblesse des aides publiques. Un mot tout de même sur cette question importante des recours abusifs dont nous venons de parler à l'instant. Nous partageons la volonté de limiter ces recours par une réduction des délais ou par l'affirmation de sanctions dissuasives comme le texte le prévoit. Encore faut-il que les tribunaux puissent répondre en termes de moyens humains à cette demande. Nous vous alertons aussi sur le fait que de par cette habilitation, la limitation des recours passe aussi par une diminution d'accès à la justice en limitant l'intérêt à agir. Vous allez peut-être nous en dire plus tout à l'heure puisque c'est une question que l'on s'est posée ce matin. Pour finir sur les mesures contenues par ce projet de loi, nous sommes également circonspects sur la place tenue par le logement intermédiaire. Au regard de l'ampleur non seulement de la crise du logement, mais également de la crise sociale, il nous semble en effet que l'urgence, c'est le logement social, puisque, vous l'avez rappelé, ce sont 60% de la population qui peuvent y prétendre, 1 700 000 demandes qui restent à satisfaire. Acté d'un écart de prix entre le logement social et le logement dit de marché ne devrait pas nous conduire à vouloir remplir le creux, confortant par là même ces prix élevés, mais bien à réfléchir à des mécanismes permettant de ramener les prix de marché à des niveaux permettant réellement à nos concitoyens d'accéder au logement par le blocage des loyers, bien sûr, mais également par un encadrement du foncier.
À ce titre, nous aimerions savoir, Madame la Ministre, où en est donc le rapport que nous avons fait adopter ici même permettant la mise en œuvre d'un mécanisme visant à encadrer justement les prix du foncier. Par ailleurs, délier la propriété de l'usufruit est une idée que nous avons portée au travers de notre proposition de loi sur l'Agence nationale foncière pour le logement. Cependant, nous jugeons cette dissociation intéressante et fort utile, non pour bénéficier aux investisseurs bénéficiant d'ores et déjà du dispositif fiscal qui porte votre nom, mais bien aux organismes HLM pour construire des logements sociaux. Adossé à une TVA à 5%, voilà une mesure qui pourrait relancer utilement l'effort de construction. En outre, la possibilité laissée aux offices de faire des filiales ne risque-t-elle pas, je pose la question, de les détourner de leur cœur de mission relevant de l'intérêt général? Nous serons également très attentifs à ce que les logements dits intermédiaires ne soient pas décomptés dans les 150 000 logements sociaux à construire. Au final, ce projet de loi appelle une nouvelle fois la responsabilité et la charge des collectivités au travers de la garantie financière apportée aux opérations d'aménagement ou encore la mise en place du géoportail, mais vous nous avez rassurés, c'est l'État qui va payer. Ma question est très simple, où se situe la garantie de l'État bâtisseur qui dispose, je vous le rappelle, d'une responsabilité première en matière de logement. Parce que nous prenons très au sérieux l'ensemble de ces questions, que nous souhaitons le respect des compétences des collectivités territoriales, que nous voulons sortir le logement des considérations marchandes, que nous nous abstiendrons sur ce texte comme un signal au gouvernement sur le niveau d'exigence que nous portons et sur le respect qui doit être celui du travail parlementaire. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Daniel Dubois pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, je suis très heureux d'être là aujourd'hui, finalement, puisque 2 fois, les rapporteurs ont signifié que j'ai été beaucoup intervenu sur les recours. Donc, alors, Madame la Ministre, le logement, on le sait, représente avec la santé et l'emploi une des principales priorités des Français. Il est d'ailleurs en tête de leurs attentes pour les prochaines échéances municipales. Il apparaît également comme le premier poste de dépenses des ménages, et ce, particulièrement pour les familles les plus modestes et pour les classes moyennes. L'amélioration de la qualité des logements, la construction de nouveaux bâtiments doivent donc constituer un engagement fort de tous les acteurs publics et, bien entendu, du gouvernement. Nous sommes prêts, Madame la Ministre, à vous soutenir dans cette tâche difficile, comme nous l'avions déjà dit lors du premier projet de loi que vous aviez défendu à l'automne dernier. Néanmoins, Madame la Ministre, le constat est aussi sévère. Parce que force est de constater, en effet, que les résultats des 12 derniers mois ne sont pas très rassurants et, pour tout dire, sont plutôt alarmants. Pardonnez-moi par avance pour la série de chiffres, mais ils sont importants. Au cours du premier trimestre 2013, seulement 84 000 logements ont été mis en chantier sur l'ensemble du territoire français, soit une baisse de 11,2% par rapport au premier trimestre de 2012. Sur les 12 mois d'avril 2012 à mars 2013, seulement 315 000 logements ont été mis en chantier, soit respectivement une baisse d'environ 18% par rapport à l'année précédente. Où sont les 500 000 logements promis, dont les 150 000 logements locatifs? Ces tristes résultats sont extrêmement dommageables pour les Français et dommageables pour les entreprises du bâtiment, car au-delà des questions de logement, c'est bien l'emploi qui est en jeu. L'UDI et Jean-Louis Borloo ne cessent d'interpeller votre gouvernement sur ce secteur et nous avons l'impression que vous êtes sourds à nos appels,
Je pense par exemple à la question de la TVA dans le bâtiment et en particulier pour la construction de logements sociaux. Une fois de plus, nous vous demandons de revenir sur cette hausse dont les seuls effets sont de pénaliser encore les plus fragiles et de détruire des emplois non délocalisables. Il y a donc urgence à agir dans ce secteur et c'est bien le constat que nous partageons. Le président de la République a défini le 21 mars dernier un plan logement en 20 mesures pour le secteur du bâtiment et notamment le désormais fameux choc de simplification des normes qui figure dans le texte qui nous est soumis aujourd'hui. Alors, Madame la Ministre, s'il y a des convergences sur l'analyse, les moyens d'y arriver peuvent nous diviser. D'abord, sur la forme et sur le recours aux ordonnances, je vous le dis avec force, les centristes n'acceptent pas le recours aux ordonnances pour légiférer. C'est un dessaisissement complet de notre rôle de législateur et c'est, pardonnez-moi l'expression, comme de demander à une dinde de voter pour Noël. Plus sérieusement, sur la durée, mes chers collègues, sur la durée de l'habilitation et sur son champ, je formulerai quelques remarques pour essayer soit de comprendre, soit de vous interroger, Madame la Ministre. Sur la durée, ou plutôt sur les durées, je ne comprends pas pourquoi elles sont si longues. Nous souhaitons tout d'abord les homogénéiser pour l'ensemble des 8 points de l'article 1er. Il n'y a aucune raison que certaines priorités soient ici plus difficiles à écrire que d'autres. En outre, nous vous proposerons également un amendement visant à réduire tous les délais de publication d'un tiers, ce qui revient à les diminuer d'1 ou 2 mois. Le président de la République a fait ses annonces il y a maintenant 2 mois et ce projet de loi a été adopté en Conseil des ministres il y a 1 mois. Nous supposons donc que vos services ont déjà travaillé et que ce raccourcissement ne les pénalisera pas et au moins sera un effet réel de booster pour la construction et l'activité. D'autant plus, et j'insiste, s'il y a urgence, on ne peut pas attendre 8 mois de publication et 5 de plus avant la présentation des textes devant le Parlement. Sur cet aspect, je retiens, Madame la Ministre, votre volonté de venir présenter les ordonnances devant notre commission avant publication. C'est une démarche positive à saluer. Nous serons bien sûr attentifs à ce qu'elle se réalise. Sur le fond maintenant des 8 points contenus à l'article 1er, une grande partie nous satisfait et répond à l'urgence de la situation. Le raccourcissement des délais de délivrance des permis de construire par la mise en place d'une procédure intégrée pour le logement devrait faciliter la réalisation d'opérations d'aménagement. De même, nous soutenons aussi la réduction du délai des recours contentieux et la lutte contre les recours abusifs. Je salue aussi l'amendement de précision que notre rapporteur a fait adopter au 5e sur les dérogations prévues pour l'augmentation de la densification. La clarification était nécessaire pour les maires qui voyaient dans la réflexion précédente une simplification qui se mettait en place sans leur contrôle et leur accord. En revanche, Madame la Ministre, des doutes subsistent, en particulier sur 2 points sur lesquels j'ai déposé des amendements. Sur le développement du logement intermédiaire à prix maîtrisé, la création d'un bail de longue durée dédié à la production de ce type de logement et sur la possibilité pour les organismes de logement social de créer des filiales dédiées à la production et à la gestion de logements intermédiaires. Nous sommes convaincus qu'un projet de loi dédié doit être déposé. Cela nécessite des débats importants et pas seulement une ordonnance, alors même qu'un projet de loi important nous est soumis à l'automne. Il sera plus adapté pour en débattre sereinement. L'urgence est d'autant moins grande que vous fixez à 8 mois le délai pour publier cette ordonnance. Donc, soit c'est urgent, soit on a un vrai débat. Et nous vous proposerons un amendement permettant de sortir de cette mesure du champ des ordonnances. De la même manière, l'augmentation du taux maximal de garantie d'emprunt des collectivités locales nous semble problématique. Vous êtes, Madame la Ministre, sans doute trop optimiste quant à ses effets sur la construction. Et j'estime que cette mesure peut faire peser un risque financier important pour les collectivités, même
même, et vous l'avez dit clairement, si ce n'est qu'une possibilité qui leur est offerte. À un moment où les budgets sont serrés, à un moment où l'État diminue ses dotations, cela me paraît présenter un vrai risque. Juste un mot pour dire que l'on ne pourra pas continuer à demander encore et toujours plus aux collectivités et aux élus, tout en les étranglant financièrement. Leur bonne volonté ne suffit plus. Enfin, une interrogation a surgi à l'Assemblée nationale sur la cohérence de la 8e mesure sur l'augmentation de la trésorerie des entreprises du bâtiment avec un article du projet de loi relatif à la consommation, l'article 61, je crois, qui vise, quant à lui, à réduire les délais de paiement interentreprises de 60 à 45 jours. Donc là, d'un côté, on cherche à améliorer la situation des entreprises de la construction et du bâtiment dans leurs relations avec leurs clients, et d'un autre côté, on les pénalise. Ce qu'elles vont gagner en trésorerie d'un côté, ne risque-t-elle pas de le perdre de l'autre? Oui, puisqu'on réduit les délais à 45 jours d'un côté. Pouvez-vous nous rassurer, Madame la Ministre, sur la volonté réelle du gouvernement? En conclusion, Madame la Ministre, et pour toutes ces raisons, les sénateurs du groupe UDI-UC continuent à s'interroger. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Jacques Mézard pour 8 minutes. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très surprenant. La descente, on en a peur. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Madame la Ministre, comment vous cacher mon plaisir de vous voir ici, dans cette haute assemblée, présenter personnellement ce projet de loi destiné à voir habiliter le gouvernement à légiférer par ordonnance pour accélérer les projets de construction. Je ne doute pas que vous le faites au nom de l'intérêt supérieur de l'État, passant ainsi outre aux réticences qui pourraient légitimement vous éloigner du choix de cette voie procédurale, qui tout à la fois aboutit à évincer en partie le Parlement de ses prérogatives habituelles, mais à lutter efficacement contre tous ceux qui, par visée spéculative ou pour défendre des intérêts particuliers plus ou moins déguisés par de beaux principes, freinent ou empêchent tout simplement la construction. Le groupe RDSE, dans sa grande majorité, votera ce projet de loi, malgré ses réticences quant à l'utilisation de la procédure des ordonnances, à laquelle, comme vous, je crois, nous considérons qu'il ne doit être recouru qu'exceptionnellement. En l'occurrence, relancer, si on fait le compte, mon cher collègue, des recours aux ordonnances, chaque gouvernement a sa dose. En l'occurrence, relancer la construction, loger chacune de nos familles dans un logement décent à un coût accessible, c'est là une vraie priorité nationale. Une priorité qui, au-delà de l'aspect purement social, ne peut avoir que des impacts positifs et immédiats pour l'économie du pays et pour l'emploi. Madame la Ministre, la société change, les aspirations de nos concitoyens aussi, les orientations des pouvoirs publics de la même façon. Vérité d'un jour n'est plus forcément celle du lendemain. Il en est ainsi dans le secteur important de l'urbanisme et du logement. J'ai encore en mémoire les discours et les actions de nombre d'associations et d'élus contre la densification, contre la construction en hauteur, contre les tours. J'ai en mémoire les oukases de certains ABF dans les zones, dans les ZPPR, voulant figer pour l'éternité les constructions du passé de toute nature. Or, Madame la Ministre, l'homme, c'est la vie, c'est le mouvement. Les civilisations passent et trépassent, il en est de même des espèces. Dans ces propos liminaires, je me dois d'attirer votre attention sur l'impérieuse nécessité de ne pas oublier, y compris à l'occasion de ce texte, que vous êtes en charge de l'égalité territoriale, avec pour corollaire l'aménagement du territoire, et ce n'est pas contradictoire avec les questions de densification. Et je dis une nouvelle fois, attention aux critères, d'ailleurs contestables, des zones tendues et détendues.
Il n'est pas raisonnable de bloquer de fait la construction dans les zones détendues pour concentrer tous les moyens dans les zones dites tendues. Abandon et désert sont des mots que nous entendons, que nous subissons trop dans plusieurs départements. Profitons davantage des grands espaces là où il y en a. Chacun reconnaîtra qu'il y a urgence à agir. Urgence économique, bien sûr, par rapport aux problèmes du secteur de la construction, de son ralentissement. Urgence sociale ensuite, car à la suppression d'emplois s'ajoutent plus de 3,5 millions de Français mal logés. Urgence environnementale enfin, avec là aussi presque 4 millions de ménages visant en situation de précarité énergétique. Et nous sommes d'accord sur le fait qu'un grand chantier à mener, prioritaire, important, urgent, est celui des économies d'énergie, ce qui est fondamental en matière d'habitat, de logement. C'est d'autant plus alarmant que les besoins de demain seront accrus du fait de la croissance démographique et de nouveaux comportements. Dès son entrée en fonction, le gouvernement a montré sa volonté d'apporter rapidement des réponses et nous tenons, et ce n'est pas toujours le cas, loin de là, à saluer cette action. Mobilisation du foncier de l'État, renforcement de la loi SRU en faveur du logement social, relèvement du plafond du livret A, taxation de la rétention foncière ou encore incitation à l'investissement locatif, avec cette fois de réelles contreparties sociales. Tout cela, pour nous, va dans le bon sens. Mais nous l'avions dit lors des précédents débats, des réflexions et des actions restent à mener, notamment sur la simplification des règles d'urbanisme pour atteindre l'objectif ambitieux mais nécessaire de 500 000 logements par an. Entre excès d'application du principe de précaution et excès de bureaucratie, le terrain à bâtir finit en effet par devenir inconstructible. Et ce projet de loi d'habilitation vise à lever rapidement certains freins. Nous sommes évidemment favorables à une procédure simplifiée pour le logement. En effet, la lourdeur, la complexité des procédures induisent non seulement des délais et des coûts exorbitants, mais conduisent souvent à une forme d'autocensure des acteurs locaux quand il s'agit de réviser les documents d'urbanisme. Il est proposé d'augmenter à 100% le niveau de la garantie des collectivités locales pour les opérations d'aménagement d'intérêt général. Les banques sont aujourd'hui de plus en plus exigeantes et nous avons bien compris tous qu'il s'agissait seulement d'ouvrir une faculté supplémentaire et non d'imposer une obligation aux collectivités. Mais cela me donne une occasion de vous interpeller sur leur situation financière fragile. On ne peut pas leur demander à ces collectivités toujours plus et geler, voire réduire, leur marge de manœuvre. Autre objectif essentiel, je l'ai dit, la densification. Aujourd'hui, les cœurs de certaines villes sont en voie de nécrose. Nous devons densifier de manière utile et intelligente, y compris dans les zones rurales vers les bourgs-centres. Il y a les questions de transport, il y a les questions de charge de centralité. Construire sur les dents creuses et sur les toits ne doit pas être iconoclaste. Le plus difficile sera sans doute de faire passer le message à l'administration et aux architectes des bâtiments de France. Il est proposé d'ouvrir des dérogations aux règles relatives au gabarit et à la densité des constructions ainsi qu'aux obligations de création d'aires de stationnement, non pas de manière uniforme et automatique sur tout le territoire, mais de les réserver aux zones tendues. La définition de ces zones, je le redis, retenue par l'Assemblée nationale est celle utilisée pour la taxe sur les logements vacants. Je comprends l'intérêt de retenir une référence commune, plus récente que celle de la loi dite Moll, que j'ai moi-même souvent critiquée ici, car mal adaptée, parfois contre-productive et sans dimension prospective. Mais je m'interroge sur le bien-fondé du seuil de 50 000 habitants. Dans certains départements, il y a des zones moins peuplées qui n'en sont pas moins des zones tendues. Cette réflexion vaut aussi pour le logement intermédiaire, autre point de ce projet de loi auquel nous sommes très favorables. La sortie d'HLM est devenue difficile pour de nombreux ménages et ce n'est pas à coup de surloyer ou de contraintes que l'on rétablit le parcours résidentiel. Il nous faut des logements à prix raisonnable en faisant appel à l'épargne institutionnelle. Mais il faut veiller à ce que ça ne fasse pas aux dépens du logement social et à ne pas détourner nos bailleurs sociaux de leur mission première. Nous sommes d'accord d'ailleurs avec les amendements adoptés par l'Assemblée nationale. Enfin,
Madame la ministre, nous sommes très favorables au volet qui concerne la réduction des délais de traitement du contentieux en matière d'urbanisme et la lutte contre les recours abusifs. Je viens de tous les recours abusifs et pas simplement mafieux. Il faut, à mon sens, définir l'intérêt à agir, nous en reparlerons, et entre le recours qui relève du droit dont dispose chaque citoyen de contester devant le juge une décision lui faisant grief et celui que l'on pourrait qualifier de mafieux, il y a aussi le recours émanant de voisins irascibles ou celui formé des associations protégeant en fait des intérêts très particuliers au mépris de l'intérêt général. Il y a le rapport Labétoul qui propose de faire référence aux conditions d'occupation, d'utilisation, de jouissance du bien. Je crois que le gouvernement devra nous indiquer les pistes qu'il entend retenir. Quoi qu'il en soit, il faut que ces recours soient lourdement sanctionnés lorsqu'ils sont abusifs. Et Madame la Ministre, je conclurai là-dessus, si vous voulez réellement accélérer la procédure découlant de tous ces recours, de toutes ces normes aussi, il faut bien le dire, c'est indispensable, mais il faudra agir sur la procédure administrative. Il y a des pistes. Et à ce moment-là, il faut s'intéresser aux moyens des juridictions administratives, à la procédure administrative, et ça, c'est quelque chose qui urge, parce que nous connaissons tous les dossiers dans ce pays qui sont aujourd'hui bloqués par la multiplication de ces recours, de ces normes, par le premier degré, l'appel, le Conseil d'État et juridictions administratives. C'est devenu un vrai problème auquel il faut que nous nous attaquions. Voilà très simplement ce que je voulais vous dire, en concluant, en vous rappelant que nous voterons très majoritairement ce texte, en dépit évidemment du problème de principe qu'il pose, mais qui est toujours celui du recours aux ordonnances. Merci. Merci, mon cher collègue. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Joël Labbé pour 7 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues, construire plus tout en construisant mieux, tel doit être notre objectif, je crois vous citer là, Madame la Ministre, pour répondre à l'urgence de la crise du logement. Je voudrais dire aussi 2 mots de la question des ordonnances. J'étais intervenu en commission l'autre jour. Madame la Ministre, vous m'avez convaincu. Parce que les ordonnances, bien sûr, et sur une ou l'autre, il pourrait y avoir à discuter, mais globalement, les ordonnances doivent répondre à une urgence, une nécessité de réactivité. Nous sommes dans cette situation. Une situation de crise, une crise qui n'en finit pas, et sans doute, si nous ne changeons pas de logique, qui n'en finira pas. Quand on parle logement, il importe de rappeler les fondamentaux. Le logement, c'est un bien premier, un bien nécessaire. Avoir un logement est un droit constitutionnel. C'est une priorité pour les individus et les familles. C'est aussi une priorité nationale. Et Madame la Ministre, vous nous le démontrez en permanence. Avec cette pêche que vous avez, nous avons besoin d'avoir des ministres qui ont la pêche. Avocate infatigable, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pour la cause du logement. Et là, ce ne sont pas que des mots. Avoir un logement décent tient bien du droit à vivre dans la dignité. Sans logement, pas de vie privée, pas de vie familiale, la plupart du temps pas de travail, pas d'intégration, pas de vie sociale, pas de vie du tout. Les difficultés économiques et sociales contribuent aujourd'hui à l'aggravement de la précarité. Nombre de nos concitoyens de tous âges, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient des familles entières, qu'ils soient des personnes âgées, sont concernés par cette crise du logement. Alors oui, la situation actuelle justifie un recours d'urgence. En effet, chaque semaine, chaque mois de gagné du fait de l'application de ces ordonnances sera autant de temps et de sérénité de gagné pour les personnes et les familles concernées. C'est aussi autant de temps de gagné pour le secteur du bâtiment qui a vu en un an une baisse de l'ordre de 18% des mises en chantier, ce qui a entraîné des pertes d'emplois chiffrées à l'ordre de 13 800 en 2012, sans même compter les postes en intérim. Alors oui, il y a urgence. Au-delà de la technique, au-delà de la nécessaire approche juridique,
Je vous dirai quelques mots par rapport aux mesures proposées. Transférer des millions même de mètres carrés de bureaux vides en logement, c'est de l'urgence et c'est du bon sens. Limiter les obligations réglementaires en matière de stationnement à proximité des transports en commun, c'est urgent et c'est du bon sens. Favoriser la densification pour éviter l'étalement urbain en permettant la surélévation d'immeubles dans les zones où la demande est forte, c'est urgent également et c'est aussi du bon sens. Raccourcir les procédures administratives afin de permettre l'émergence de plus de projets quand il y en a besoin et là où il y en a besoin, c'est aussi plus de bon sens. Et enfin, je le dis aussi en tant qu'écologiste, lutter contre les recours lorsqu'ils sont abusifs, malveillants, intéressés directement, voire mafieux, c'est également du bon sens. Maintenant, il ne faut pas abuser non plus dans l'autre sens. La reconnaissance des associations reconnues nationalement pour le rôle qu'elles jouent et qu'elles ont à jouer et à continuer de jouer dans la mesure où elles ne sont pas dans l'abusif également. Alors autant de mesures de bon sens qui ne peuvent qu'aller dans le bon sens et c'est une nécessité. Aujourd'hui n'est qu'une étape qui s'inscrit dans des perspectives de plus long terme, celle de structurer le territoire, d'utiliser l'urbanisme pour reconquérir les espaces urbains délaissés, aussi de créer ou de recréer du vivre ensemble, de la solidarité. Il existe aussi, et ce sera à voir dans le deuxième temps, des localités nombreuses partout sur le territoire national où du logement, il y en a, du beau logement patrimonial fermé. Ces territoires, le président Mézard les a évoqués tout à l'heure, sont des territoires quelque peu délaissés, faute de perspectives économiques, mais aussi d'équipements et de services publics de proximité. Il y a une vie, il y a des espaces de vie au-delà des grandes agglomérations, au-delà des grandes villes, au-delà des grandes métropoles. Il importe que nous en ayons toujours conscience. Une vision de long terme qui permet de penser les espaces en sortant des clivages ville-campagne, de penser des espaces durables où s'équilibrent densité, préservation des espaces remarquables, gestion de flux, gestion des ressources, gestion des déchets. Il s'agit d'organiser la transition écologique de l'aménagement de notre territoire, et ce afin de concilier production de logements et d'équipements et lutter contre l'artificialisation des sols pour tenir l'objectif d'un sol net de 0 terre agricole consommée par l'urbanisation à terme. Il s'agit aussi d'organiser le changement en profondeur de secteur de la production de logements en favorisant l'utilisation de matériaux innovants, performants, issus de matières renouvelables ou recyclées, ou bien pour bâtir et donc mieux anticiper les mutations à venir. Qualité du bâti, tant esthétique que durable, qualité du paysage en ville et des espaces publics, préservation de la nature en ville pour une cohabitation heureuse entre l'humain et la biodiversité selon le concept suédois des sociotopes, qui sont des concepts extrêmement heureux et qui fonctionnent bien. Votre projet de loi urbanisme et logement prévu pour la rentrée sera donc celui d'un grand pas vers la nécessaire transition, et c'est là une excellente chose pour le secteur du bâtiment, je l'ai évoqué tout à l'heure, et que ce secteur se saisisse de cette opportunité pour repenser un modèle économique plus viable et plus durable. Votre projet devra également être l'occasion de repenser la relation entre propriétaires et locataires. Enfin, j'y suis très attaché pour ce qui concerne les modes de vie alternatifs. Notre société est vivante de la multitude des utopies et des choix qui sont faits par certains. Plus d'1 million de nos concitoyens ont fait le choix de vivre différemment. Que ce soit l'habitat participatif, sur lequel vous vous êtes déjà intéressée, Madame la Ministre, de l'habitat coopératif, de l'habitat léger aussi, qui pose problème, pour lequel on devra trouver des solutions, qui, loin d'être un épiphénomène ou un pis-aller face à une situation de crise, marque le choix de vie d'un certain nombre croissant de personnes. Il est donc nécessaire de faire évoluer le cadre législatif pour permettre la reconnaissance de modes de vie alternatifs. Vous l'aurez compris, Madame la Ministre, nous voterons avec force le texte qui nous est présenté aujourd'hui et nous serons avec vous
derrière le gouvernement pour soutenir un grand projet de loi à venir qui donne le droit à vivre pour tous dans la dignité et qu'au-delà de la technique et du juridique, votre projet puisse réenchanter nos villes et nos campagnes. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur François Calvet pour 20 minutes. Vous avez la parole, mon cher collègue. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, c'est la troisième fois en quelques mois que le Parlement est saisi d'un texte relatif au logement et à la construction. Vous avez commencé par abroger le dispositif relatif à la majoration des droits à construire avant même son entrée en vigueur et sans proposer aucune alternative. Nous constatons qu'aujourd'hui, vous souhaitez, dans l'urgence et dans le même esprit, promouvoir la densification de l'habitat, mais dans les seules zones tendues. Nous aurions pu discuter de ces mesures à l'occasion de cette loi d'abrogation, au lieu d'en faire un symbole de la table rase du passé. Puis, nous avons discuté à 2 reprises, pour cause de méconnaissance de la procédure parlementaire, d'un texte dont le seul résultat tangible sera, comme annoncé, d'imposer une amende majorée dès 2014 à la très grande majorité des communes qui ne pourront atteindre le quota de 25% de logements sociaux d'ici 2025. En effet, ce projet de loi, qui devait être le texte fondateur de la mobilisation du foncier public en faveur du logement social, était si urgent que nous sommes toujours dans l'attente de connaître les terrains susceptibles d'être libérés. Il se confirme donc, bien que l'urgence consistait d'abord dans la création d'un nouvel impôt sur les communes. Aujourd'hui, vous nous présentez un projet de loi d'habilitation du gouvernement à légiférer par ordonnance au motif que vous souhaitez aller plus vite, alors que vous nous annoncez déjà un projet de loi de plus d'une centaine d'articles pour le mois de juillet. D'urgence en urgence, vous donnez le sentiment d'une véritable agitation législative et politique dont les résultats se font et se feront attendre. Vous nous déclariez pourtant, Madame la Ministre, en septembre 2012, dans cet hémicycle, sur la méthode du précédent gouvernement, qu'il ne fallait pas confondre vitesse et précipitation, détermination et agitation. Ne serait-ce qu'en termes de méthode, vous disiez, ce gouvernement, tout en prenant les sujets à bras-le-corps, ne travaillera pas de cette manière. Depuis, nous constatons en effet un vrai problème de méthode de votre gouvernement et nous cherchons, comme tous les Français, vainement de comprendre à la fois la méthode et la direction. Notre première remarque concerne la méthode utilisée. Il est étonnant, après avoir fait campagne sur la normalité, que le président de la République se rallie dans le nouvel hebdomadaire Tendance, par la grâce présidentielle, aux vertus des ordonnances. Le président de la République déclarait récemment dans Paris Match « C'est une grande leçon de la première année de mon quinquennat, le temps des processus législatifs et réglementaires n'est plus adapté au temps de la vie des Français. Il faut aller plus vite. » Pourtant, je me souviens, en 2005, dans une autre vie et dans un autre hémicycle, le député de la Corrèze dénonçait à l'Assemblée nationale, à propos de l'habilitation à légiférer par ordonnance, une méthode détestable, jugeant que légiférer par ordonnance revenait à flouer le Parlement et à renoncer à la confrontation démocratique et au débat serein. Même si je ne partage pas cette hostilité du recours aux ordonnances, il doit demeurer une exception dans notre processus démocratique. Mais aujourd'hui, nous nous interrogeons sur la justification de l'urgence de ce projet d'habilitation à légiférer par ordonnance. En effet, vous avez perdu plusieurs mois sur un texte précédent qui était tout aussi urgent et à ce jour, les décrets d'application de ce texte ne sont pas sortis. Vous savez très bien
Vous savez très bien qu'entre la décision de construire et la sortie de terre, il se passe entre 18 et 24 mois quand tout va bien. Et surtout, vous avez annoncé un grand texte fondateur pour le mois de juillet. Dans 2 jours, nous serons au mois de juin. Si nous prenons en compte les délais prévus par l'article 2 du projet de loi d'habilitation, il est très probable que ces ordonnances soient effectives au moment du vote final de la prochaine loi. Le gouvernement ne perdrait-il pas moins de temps à nous proposer une seule réforme cohérente? L'autre inquiétude concernant l'utilisation des ordonnances est toujours celle de l'inflation des normes sur lesquelles il sera quasiment impossible de revenir puisqu'il faudra passer par la loi. Le président de la République a récemment annoncé un choc de simplification et nous réclamons tous, en tant qu'élus locaux, une simplification de la réglementation et des normes en matière d'urbanisme. Et je n'arrive pas un instant à croire que 8 nouvelles ordonnances vont aboutir à des simplifications. L'ordonnance est un véhicule parfait pour faire passer les mesures tiroirs des administrations compétentes ou les mesures sectorielles qui n'apparaissent pas comme telles. Le Parlement n'a pas les moyens ni le temps de mesurer les conséquences de cette logorrhée législative dont nous sommes à la fois les acteurs et les victimes en tant qu'élus locaux. Aussi, malgré la bonne volonté dont vous nous assurez, Madame la Ministre, et nous avons pris compte de vous engager à nous informer en amont du contenu de ces ordonnances, nous savons que cette procédure ressemble à s'y méprendre à un blanc-seing du Parlement. À tout le moins, une ordonnance ratifiée peut-elle faire l'objet d'une question préalable d'inconstitutionnalité? Nous serons donc attentifs au processus de ratification. J'en viens à ma deuxième remarque sur la direction prise par le gouvernement en matière de logement, qui pose la question de la cohérence de votre politique. La cohérence est aussi celle des choix. Comment pensez-vous que les communes vont pouvoir financer des logements intermédiaires quand la plupart d'entre elles, à partir de 2014, ne devront réaliser que des logements sociaux pour atteindre les objectifs triennaux fixés par votre précédente loi qui impose 25% de logements sociaux en 2025. Quelle place restera-t-il pour le logement intermédiaire quand vous condamnez les collectivités à concentrer tous les efforts sur le seul logement social? Vous voulez promouvoir par ordonnance une offre diversifiée de logements locatifs que vous condamnez dans une loi précédente en imposant 25% des logements des communes en habitat social. Nous notons d'ailleurs que l'article 2 de la loi du 18 janvier 2013 prévoit, dans un délai de 6 mois après la promulgation de la loi, que vous devez remettre au Parlement un rapport sur les modalités de mise en œuvre de la règle dite des 3 tiers bâtis. 1 tiers de logements sociaux, 1 tiers de logements intermédiaires, 1 tiers de logements libres. Peut-être pourriez-vous nous dire, Madame la Ministre, où en est ce rapport qui doit émettre des recommandations pour définir une stratégie d'intervention d'ici le 19 juillet prochain. Autre sujet de cohérence dans votre politique. Vous voulez, grâce à ces ordonnances, encourager la construction, mais vous commencez par augmenter le coût par le biais de l'augmentation de la TVA. Il est vrai qu'il est annoncé que la TVA applicable au logement social sera ramenée à 5%. Mais vous n'atteindrez pas 500 000 logements construits par an en comptant sur la seule réalisation de logements sociaux. Et quelles que soient les mesures prises, l'augmentation du taux de la TVA sur la construction privée est un vrai frein à toute relance du bâtiment et un mauvais signal pour le secteur. J'en viens aux 8 ordonnances que vous proposez. Pour accélérer la construction de logements et la réalisation de projets d'intérêt généraux, vous allez créer une procédure intégrée. Des délais raccourcis sont prévus dans le cadre des différentes étapes d'instruction du projet, permettant ainsi de regrouper les autorisations requises. Nous ne pouvons qu'encourager cette volonté. La seconde ordonnance vise à créer un portail national de l'urbanisme
ce qui nous paraît une bonne idée, sous réserve des délais souvent extrêmement longs de mise en œuvre opérationnelle de ce type d'outils nationaux qui ne correspondent pas à l'urgence de la situation. Je voudrais ajouter, mais vous nous avez fait part de l'aide qui sera apportée aux communes, du coût non négligeable pour les petites communes de cette obligation. Nous ne sommes pas opposés au relèvement du taux de garantie que les collectivités locales peuvent apporter au projet. C'est une mesure intéressante dans un contexte de restriction de crédit bancaire. Mais pouvez-vous nous assurer que les collectivités territoriales ne seront pas pénalisées par les banques et les agences de notation quand elles demanderont un emprunt pour d'autres projets? Les organismes bancaires regardent avec une acuité croissante le poids des garanties pour les collectivités. Cette garantie que vous souhaitez mettre en place va-t-elle rentrer dans les ratios galants? Il est difficile aujourd'hui d'anticiper les conséquences de la mesure que vous proposez, mais qui rappelle combien la situation budgétaire des collectivités publiques en France est précaire. Vous proposez des mesures visant à accélérer le règlement des recours contentieux et à endiguer les recours abusifs en matière d'urbanisme. Nous avons dénoncé à de nombreuses reprises ces recours systématiques qui gangrènent la vie de nos collectivités et entravent le développement de nos territoires. Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit là d'un domaine où la rédaction du texte sera particulièrement importante et un débat en commission nous a permis de noter les choses extrêmement précises et donc il faut que les délais de contentieux soient réduits tout en préservant bien sûr les droits de chacun. La 5e ordonnance suscite une véritable inquiétude parmi les maires qui s'interrogent sur les conditions de dérogation aux plans locaux d'urbanisme au motif de densification urbaine. Il nous semble qu'en matière d'aménagement urbain, seules les villes sont en mesure de définir leurs besoins et leurs attentes. Déroger aux règles fixées par le conseil municipal ou la communauté d'agglomération ne doit pas pouvoir se faire sans l'accord des élus. J'ai noté que dans nos discussions en commission et vous-même, lorsque nous vous avons auditionné, vous avez pris en compte cet argument, mais je veux encore le souligner. Concernant la transformation de bureaux en logements, plusieurs mesures ont déjà été prises en ce sens par le passé. Cela n'a jamais vraiment fonctionné et je ne crois pas qu'un nouveau texte change grand-chose. En période de crise où le nombre de transactions s'effondre et où les prix du marché sont à la baisse, personne ne veut prendre le risque d'une transformation coûteuse dont la revente ou la rentabilité locative demeure aléatoire. Je rappelle que le nombre de ventes de logements anciens s'établit à 709 000 en 2012, en baisse de 12% sur un an. Si on exclut le nombre élevé de mutations en janvier 2012, motivé par le changement de régime d'imposition des plus-values immobilières à partir de février, le nombre des mutations diminue de 22% de moins au cours des 12 mois précédents. Selon l'Observatoire Crédit Logement CSA, la distribution du crédit à l'habitat des ménages est également en recul de 27,2% à fin février 2013 en rythme annuel. Quelle entreprise ou quelle institution va prendre un tel risque de transformer des locaux de bureaux, souvent très anciens, en logements dans ce contexte? D'ailleurs, le gouvernement est conscient de la hausse du risque immobilier puisque vous proposez avec raison de supprimer la garantie intrinsèque pour les opérations de vente en l'état futur d'achèvement. Vous voyez que tout n'est pas négatif. Concernant le logement intermédiaire, je me suis déjà exprimé. Nous sommes très favorables à la mixité de l'habitat urbain et avons dénoncé le risque d'effet de ghetto de votre précédente loi. Mais votre loi visant à imposer 25% de logements sociaux sous peine d'amende majorée par 5 rendra inefficace votre volonté nouvelle de favoriser les logements intermédiaires si ceux-ci ne rentrent pas dans le quota des 25%. Vous ne pouvez pas fixer de nouveaux objectifs
qu'aucune commune ne sera en mesure de tenir. Vous réalisez que vous avez oublié les classes moyennes qui n'ont ni accès au logement social ni accès au logement privé. C'est une bonne nouvelle, à condition de desserrer le carcan du logement social que vous avez imposé aux communes. Enfin, vous proposez de modifier les règles sur les délais de paiement des entreprises du bâtiment qui sont nombreuses à connaître des difficultés de trésorerie. C'est certainement une bonne mesure, mais je ne crois pas à son efficacité. La France doit être championne du monde en nombre de lois sur les délais de paiement depuis 30 ans. Toujours pour le même motif. Ces lois n'ont malheureusement jamais changé la précarité des TPE françaises en matière de trésorerie, ni leur manque récurrent de fonds propres. La réalité, c'est que la France n'a pas de tissu d'entreprise de taille moyenne suffisamment solide pour survivre à une crise. Aujourd'hui, les entreprises les plus solides qui n'ont plus de marché acceptent les petits marchés de rénovation, cassent souvent les prix et tuent le tissu des TPE. Une énième réforme des délais de paiement ne changera rien, surtout quand elle ne touchera que les marchés privés, quand ce sont les collectivités publiques qui paient avec le plus de retard. Le sujet des marchés privés aujourd'hui n'est plus de savoir à quelle date l'entreprise sera réglée, mais bien si elle réussira à se faire payer. Je voudrais vous dire en conclusion que ces ordonnances, motivées par l'urgence de la situation de la construction, ne pourront résoudre à elles seules la crise que nous traversons. Sur les 2 premiers mois de l'année, le nombre de logements neufs mis en chantier ne s'élève qu'à 52 750 unités, contre 63 430 sur la même période en 2012, soit un recul de l'ordre de 16 %. Le nombre de permis de construire accordés en 2012 a diminué de 7,3 % en un an et de 24,1 % sur le seul 4e trimestre. Sur l'année 2012, l'INSEE estime une perte d'emploi pour le bâtiment de 22 300 emplois dans ce secteur, et il est probable que l'année 2013 soit bien pire. La situation, mes chers collègues, est suffisamment grave pour que nous vous laissions toutes les chances de réussir et le bénéfice du doute quant à la réalité du contenu de ces ordonnances et aux orientations du futur projet de loi. Pour ces raisons, le groupe UMP s'abstiendra sur ce texte. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. Si vous souhaitez la revoir, elle est disponible en VOD sur notre site internet publicsénat.fr. Bonne soirée à tous.